Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. C'est le rendez-vous incontournable des architectes du continent. Il s'agit du congrès des architectes d'Afrique qui se tient les 4 et 5 juillet à Rabat. Le choix du royaume pour cette édition est motivé par l'ancrage et le grand engagement de notre pays en Afrique en termes de coopération économique et d'investissement dans plusieurs domaines stratégiques, sans oublier sa position géographique. Pour cette 13e édition, les organisateurs ont choisi le thème de l'architecte et les nouveaux défis de l'Afrique, avec le slogan « In Africa, we believe », nous croyons en l'Afrique. Ce grand événement est organisé par le Conseil national de l'Ordre des architectes du Maroc et l'Union des architectes d'Afrique en partenariat avec le ministère de l'Aménagement, du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville. Un congrès qui rassemblera plus de 40 nationalités du continent, de grands conférenciers, des universitaires et bien sûr des architectes. L'événement est aussi ouvert à une centaine d'invités d'honneurs nationaux, hommes politiques et de haut niveau et diplomates africains. Et pour parler des thématiques et des moments forts de ce 13e congrès de l'Union des architectes d'Afrique, nous avons le grand plaisir de recevoir ce soir Chakib Ben Abdallah, président du Conseil national de l'Ordre des architectes. Monsieur Ben Abdallah, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli au sein de votre émission. Merci, monsieur. Merci. Alors, monsieur Ben Abdallah, vous avez choisi comme thème pour cette 13e édition l'architecte et les nouveaux défis de l'Afrique. Quels sont justement les principaux défis et enjeux auxquels le continent africain est confronté aujourd'hui dans ce domaine? Et ils sont de quel ordre? Les défis, il n'y a pas... Est-ce que vous allez parler d'environnement Les défis sont énormes. L'Afrique est un continent aujourd'hui qui se développe à une vitesse grand V, on va dire. Oui. Et donc, comptera 2,5 milliards d'habitants en 2050. Oui. Et cet accroissement de la population doit absolument être maîtrisé dans le développement des villes, oui, qui s'agrandissent à une vitesse incroyable, oui, qui parfois se développent très mal. On voit de manière anarchique, voilà, on voit des périphéries de villes se développer de manière anarchique, et les gouvernants doivent donc justement réagir par rapport à cette situation. Ça, d'abord, ça, c'est un premier grand défi. Ensuite, l'autre défi, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, l'Afrique est un continent très riche. L'Afrique dispose de richesses énormes, aussi bien en matière de richesses naturelles que les richesses humaines et environnementales aussi. C'est vrai, c'est vrai. Le soleil en Afrique, l'Afrique est un continent du soleil, et aujourd'hui, les énergies renouvelables sont de plus en plus demandées. Exactement. D'ailleurs, le Maroc a développé un certain nombre de centres des stations photovoltaïques, des éoliennes, nous sommes pionniers dans le domaine. Tout à fait. Et donc, voilà, l'Afrique tout entière dispose de cette richesse, et qui reste aujourd'hui inexploitée. Absolument. Ça, en parlant de... Maintenant, l'autre richesse, c'est les compétences africaines qui se développent aujourd'hui. Les Africains, aujourd'hui, sont partout. Au niveau de la formation... excellent dans beaucoup de domaines, et pour ne parler que de l'architecture, les architectes aussi bien marocains qu'africains sont aujourd'hui sur tous les fronts. Nous voyons de belles œuvres se construire au Maroc par des architectes marocains, voyons des belles œuvres se construire en Afrique. Le dernier prix Pritzker est africain, donc Francis Kéré. D'ailleurs, il est de quelle nationalité? Je ne savais pas. Il est burkinabé. Burkinabé, oui. Il était invité à notre... Enfin, c'est juste pour la parenthèse, mais il était invité à notre congrès, mais malheureusement, il avait d'autres engagements. Donc, je disais, nous avons des compétences, nous avons des richesses naturelles, nous avons les richesses naturelles et environnementales. Et donc, il y a juste lieu aujourd'hui de combiner tout cela pour pouvoir aider justement à ce que l'Afrique se développe dans les meilleures conditions. Justement, comment l'architecture reflète-t-elle l'évolution
parce que vous avez laissé un panel qui est dédié à ça, et les mutations et la richesse d'un pays, en l'occurrence celui de l'Afrique. Au-delà des aspects liés à l'urbanisme, vous voyez justement que l'architecte a un rôle, vous dites sociologique et sociétal. Quel est ce rôle sociologique et sociétal de l'architecte? D'abord, l'architecte a longtemps marqué l'histoire de tous les pays. Oui. Donc, il a collaboré à tous les grands monuments que nous voyons aujourd'hui un peu partout, et au Maroc aussi d'ailleurs. Et au niveau social, l'architecte accompagne tous les projets. L'architecte est dans tous les domaines. Et le premier à accompagner les projets, des projets d'habitat, les projets d'équipements sociaux, d'équipements urbains, de la planification urbaine. Oui. C'est un acteur incontournable dans la société. Absolument. On ne peut pas se passer aujourd'hui d'un architecte. Et l'objectif de ce genre de rencontre, c'est de montrer d'abord entre nous, les Africains, l'intérêt que nous devons donner, montrer à nos décideurs, et en même temps de partager entre nous toutes nos expériences. Les expériences. Alors l'architecte, il a beau être compétent et excellent, s'il n'y a pas une véritable politique d'urbanisation et d'urbanisme, il ne peut rien tout seul. Un beau bâtiment, aussi magnifique soit-il, si autour il y a un peu du n'importe quoi et de l'anarchie, donc l'architecte, s'il est dans un environnement favorable, et si là, vous l'avez dit, la liberté d'expression. Ah oui, vous l'avez dit, il y a une liberté d'expression même en architecture. Oui, mais c'est une liberté d'expression architecturale. Oui, très importante. Alors, quelle est l'importance d'une vision claire, urbanistique? Alors, cette importance de la vision, elle commence par les gouvernants. Oui. Et par la participation de l'architecte, justement, dans la planification urbaine et territoriale. Et aujourd'hui, nous le voyons, nous sommes en train d'arriver à cette situation au Maroc, surtout après les recommandations de Sa Majesté le Roi dans le nouveau modèle de développement, où le principal objectif de ce nouveau modèle de développement, justement, c'est la participation de tous les acteurs dans la planification aussi bien économique, sociale que urbaine de nos villes. Et aujourd'hui, nous avons manifesté toujours d'ailleurs, et aujourd'hui encore un peu plus, avec beaucoup plus de force aujourd'hui, notre détermination à accompagner les décideurs publics, comme ça l'a déjà été fait, mais aujourd'hui encore plus, parce qu'aujourd'hui, nous en avons besoin, nous ressentons ce besoin, la population, les citoyens ressentent ce besoin de pouvoir être actifs dans la décision. Vous devez être associé dans la décision, dans l'urbanisation, les plans urbanistiques. L'architecte ne peut pas rester en dehors et exécuter. Et aujourd'hui, nous avons toutes les compétences pour cela. Oui. Alors, l'Afrique est aujourd'hui, vous l'avez dit, M. Ben Abdallah, en pleine mutation. Et les mutations socio-spatiales ne sont pas en reste, elles sont même très importantes au vu de l'accroissement rapide, vous l'avez dit, aussi de la population, du processus d'urbanisation. Comment les architectes et urbanistes peuvent-ils accompagner ces mutations et éviter la marginalisation des populations? Et quels sont les enjeux et les conséquences de la métropolisation dans les pays africains? On sait qu'il y a une grande démographie dans les pays africains, donc on voit apparaître des villes périphériques, souvent complètement déconnectées, c'est des dortoirs. Comment ne pas tomber? Vous l'avez dit, il faut que vous soyez déjà associé aux politiques publiques. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a ce risque avec l'expansion des villes africaines? Bien sûr, il y a toujours un risque quand cette explosion, enfin cette démographie galopante n'est pas maîtrisée au niveau urbain. Et au niveau planification urbaine, et c'est ce qu'aujourd'hui nos décideurs tentent de maîtriser. En tout cas, je parle de l'expérience marocaine. Pour les expériences africaines, c'est ce que nous voulons aujourd'hui partager dans ce congrès avec nos amis africains, parce qu'on n'est pas seul, on veut dire. Il y a énormément d'expériences et chaque pays a une expérience propre à lui.
même si aujourd'hui nous sommes un seul continent, mais nous sommes un continent pluriel dans lequel chaque pays a certainement des choses à apporter. Et c'est justement dans ce genre d'échanges que nous prévoyons, où nous pouvons bénéficier des expériences communes et pouvoir apporter ça on va dire, comme un élément positif dans la participation avec les gouvernants dans la décision urbaine. Quels sont les pays en Afrique qui ont réussi ce tournant? Est-ce qu'il y a des exemples dans le continent où justement la politique d'urbanisation et le rôle des architectes a été bien utilisés, ils ont été bien associés, qui ont réussi justement ce tournant avec l'agrandissement des villes et la métropolisation? Qu'en est-il du Maroc déjà? Je vais rester chauvin. Le Maroc est le meilleur exemple. Oui. Le Maroc est un meilleur exemple. D'abord parce que c'est un exemple, et ensuite parce que nous le voyons à travers le développement de tous les pays africains. Le Maroc aujourd'hui, grâce aux efforts fournis par Sa Majesté le roi Mohamed VI, grâce à ces efforts, nous voyons effectivement beaucoup d'avancées. On a beaucoup d'avancées positives dans ce domaine. Et beaucoup de pays nous envient justement. Et je pense que beaucoup de pays vont venir aussi aujourd'hui profiter de cette expérience et nous serons ravis de la partager avec eux. Il y a une maîtrise incroyable, ça c'est peut-être pas les architectes, par exemple pour les tunnels, c'est incroyable comment ça a été maîtrisé et comment on voit en quelques mois, en l'espace de quelques mois, de magnifiques tunnels, que ce soit à Rabat, que ce soit à Casa, que ce soit à Tanger. Maintenant, il y a une maîtrise et une expertise marocaine. Tout à fait. Alors, il faut le dire, nous avons quand même eu un petit peu de retard à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, les choses sont en train d'être rattrapées très vite. Parce que, comme vous l'avez dit, l'exemple de Rabat est très significatif. Je pense que Tanger a eu la même chose. Casablanca est un petit peu plus à la traîne. C'est plus difficile, vu sa taille, c'est ça? Mais ces tunnels, tout le monde l'a vu, tout le monde apprécie quelques gestes comme ça de projets urbains qui ont fait que les habitants sont plus sereins, vont à leur travail avec beaucoup moins de stress. Et donc il s'agit de quelques petits projets. Aujourd'hui, vous avez parlé de voirie, effectivement. Au niveau des projets de voirie, à part les tunnels, vous avez les autoroutes. Aujourd'hui, on voyage plus facilement à n'importe quelle ville du Maroc. Absolument. Le train à grande vitesse, Tanger est devenu plus proche que Casablanca, à la limite. Il y a aussi la ville de Rabat, la capitale, elle s'est transformée en l'espace de 10-15 ans. C'est incroyable, tous les œuvres qui ont été, que ce soit l'aménagement de la baie du Bourgreg, que ce soit la Corniche, que ce soit... C'est une nouvelle ville. Rabat est une ville merveilleuse. Elle est très belle. Ah oui, tout le monde vous envie Rabat. Et à dimension humaine, quoi. Oui, exactement, à dimension humaine. Et heureusement, une ville comme Rabat donne le bon exemple aujourd'hui. Oui. Et nous avons vu justement, après Rabat, beaucoup d'autres villes se prendre enfin les décideurs prendre en main leur ville et se mettre donc à programmer des projets dans le même esprit. Exactement. On voit ici des images de l'ancienne Médina de Rabat et ça nous amène, qui est très belle, ça nous amène à parler justement d'un thème qui est au cœur de vos débats et qui est celui de la richesse patrimoniale et identitaire des villes africaines et comment aller dans la modernité mais garder son identité et valoriser le patrimoine. Comment on peut ne pas agresser et ne pas comment protéger notre patrimoine, mais rester moderne. Parce qu'on voit comment les choses se sont faites, cette harmonisation, en tout cas dans la ville de Rabat. Là, c'est les Oudaya, puis il y a d'autres exemples. Bien sûr. Nous ne pouvons pas évoluer si nous tournons le dos à notre patrimoine. Ça, c'est une chose certaine. Mais nous ne pouvons pas non plus nous lier les mains avec ce patrimoine.
Ce sont deux situations complètement, inverses. Et nous, justement, les architectes doivent aujourd'hui pouvoir orienter les projets ou la planification urbaine afin de sauvegarder, en même temps sauvegarder le patrimoine et être dans le développement et être, à l'égal des grandes villes, je vais dire européennes, et pourquoi pas. Et donc, nous sommes à même de pouvoir trouver cet équilibre aujourd'hui, et c'est ce que nous essayons de faire. Malheureusement, il ne faut pas tomber non plus dans le piège où nous allons parler que de patrimoine et de sauvegarde des médinas et de sauvegarde d'un certain nombre. Peut-être pas les médinas. Pour moi, les médinas sont sacrés. Oui. Les médinas, c'est notre repère, c'est notre source. C'est notre âme, exactement. Mais par contre, dans le patrimoine urbain, il ne faut pas tomber dans le piège d'avoir des villes-musées où on retrouve que des vieux bâtiments. Et j'ai souvent cité deux cas de villes que j'ai visitées et qui m'ont beaucoup, où j'étais réellement triste. C'est Porto au Portugal, et Lima au Pérou. Et ces deux villes, je les donne comme exemple parce que ce sont deux villes qui ont voulu garder le patrimoine architectural, mais le patrimoine a tellement vieilli que les gens ont abandonné le centre-ville pour aller dans la périphérie. Et on se retrouve avec des quartiers fantômes. Le centre-ville de Lima est abandonné. Aussi bien parce que les bâtiments ont commencé à être trop vieux, donc trop chers à entretenir, mais aussi parce que le coût des bâtiments anciens commençait à être trop élevé et les gens allaient chercher le confort, le confort aussi bien dans le confort de l'intérieur que de l'extérieur, par rapport à la circulation, les stationnements et tout ça, tous les inconvénients que peut avoir un centre-ville. Donc il faut trouver le juste équilibre. Exactement. Et justement, aujourd'hui, moi je vais dire que nous sommes encore, on se cherche aujourd'hui. Il y a effectivement des associations de patrimoine dans les villes qui ont commencé à œuvrer, à vouloir protéger le patrimoine, mais il y a encore des petits ajustements à faire. Il y a beaucoup d'ajustements à faire. Et ça ne sera que dans l'intérêt de nos villes et de notre pays. Il y a une démarche qu'a adoptée le Maroc, corrigez-moi si je me trompe parce que je ne suis pas spécialiste, c'est que le patrimoine, ils sont non inspirés. Par exemple, on trouve des touches, soit la mosaïque ou autre, dans des bâtiments, même dans les tunnels, qui s'inspirent de notre patrimoine, dans des œuvres, des œuvres modernes. Il y a ça. Il y a aussi un hôtel que je ne vais pas citer, où il y a... dans sa construction, une petite reproduction de la tour de Hassan, un grand hôtel de la place. Bon, mais même dans les tunnels, on trouve ces petits rappels, ces petites mosaïques, que ce soit dans les... C'est important d'avoir ce cachet, mais d'être moderne, mais d'avoir des petits rappels de ce qu'on est. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai eu l'occasion, et pour la première fois, même si c'était un projet qui a quelques années, j'ai eu l'occasion la semaine dernière de visiter un quartier restauré qui est dans la Médina de Fès, et c'est le quartier El Laïd Douna, la place El Laïd Douna. Eh bien, à mon sens, c'est une réussite, parce que c'est un projet qui allie aussi bien les techniques modernes de construction, en gardant l'esprit traditionnel, mais revisité, pas totalement en copiant le traditionnel, mais en le magnifiant, on va dire. Et en redonnant vie aussi, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de refaire un bâtiment. Il faut redonner vie à ce bâtiment, comme il a été, enfin un bâtiment ou un quartier. Comme il l'a été auparavant, créer de l'activité artisanale, créer de l'activité sociale. Et donc, ce quartier, j'ai été très surpris de le découvrir. C'est un exemple à suivre. Pour moi, exactement. Pour moi, c'est une réussite et c'est un exemple à suivre. Alors, pour finir, M. Chekib Ben Abdallah, on va parler de cette assemblée générale qui sera organisée dans la foulée du Congrès. Quel est le programme de cette assemblée ?
Alors l'Assemblée générale est une comme assemblée une générale assemblée courante, générale, voilà, oui, qui se oui. tient tous les 2 ans, Oui. que l'AUA tient tous les 2 ans. Vous n'avez pas tenu à cause du Covid? Ce n'est pas une assemblée générale du Conseil national, c'est Oui, une de assemblée l'Union générale de des architectes d'Afrique. Oui. Exactement, et qui n'a pas été tenue parce qu'il y a eu le Covid et donc elle a été reportée chaque fois. Donc là maintenant ça fait 4 ans. Oui. Et c'est une assemblée tout simplement où l'Union des architectes d'Afrique fait le bilan du mandat passé. Et donc, les responsables actuels passent la main, et il y a des élections, et donc l'élection d'un nouveau président et d'un nouveau bureau. Là, vous êtes dans la dernière ligne droite. Est-ce que vous avez déjà des retours des participants? Est-ce qu'il y en aura beaucoup? On a des surprises. Oui. Oui, on a beaucoup de surprises parce qu'on attendait 400, 500 personnes. Aujourd'hui, on est en train d'estimer à 800. Ah oui. Oui. Donc il y a un engouement, la demande exactement. est plus... Et donc, ça nous donne beaucoup plus de travail, mais j'espère qu'on aura la fierté d'avoir réussi ce congrès. Et on en reparlera dans quelques jours. Après, à la fin du congrès. Merci beaucoup, Chekib Ben Abdallah, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président du Conseil de l'Ordre des architectes du Maroc. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.